Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Kavi Média, seul et unique média de développement en République de Guinée. Merci d'être des nôtres dans cette émission, le scanner qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h jusqu'à 10h30. Nous vous aidons à comprendre l'actualité majeure, les sujets à l'ordre du jour, l'actualité nationale et internationale. Au menu de ce matin, crise dans le secteur de l'éducation. Après quelques jours de blocus, les ministres de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, ainsi que celui du travail et de la fonction publique ont relancé ce lundi les négociations avec l'intersyndicale. Ces discussions se poursuivent toutefois sans plusieurs structures syndicales, notamment le SNE, la FSPE et le SENAISUR, des pourparlers qui interviennent alors qu'une partie de l'intersyndicale a déjà déclenché le mot d'ordre de grève. On en parle dans la première partie de cette émission. Depuis trop longtemps, l'Afrique évolue au rythme de systèmes économiques qu'elle ne contrôle pas, d'infrastructures qu'elle ne produit pas et de règles du jeu qu'elle n'écrit pas. Pourtant, les signaux d'un réveil continental se multiplient. Une jeunesse créative et connectée, des diasporas plus engagées, des institutions mieux conscientes des enjeux structurels et une volonté croissante d'intégration régionale. C'est dans ce contexte qu'est lancé le Forum Afrique prévu du 17 au 18 décembre 2025. Un rendez-vous consacré à la promotion du leadership africain, au progrès social et économique autour d'un thème: repenser notre pouvoir d'agir, souveraineté, excellence et leadership africain, organisé à Ouagadougou, la capitale burkinabé. L'événement rassemblera de nombreux acteurs du continent pour réfléchir à trois enjeux majeurs: changer l'échelle d'ambition des leaders africains, accélérer l'émergence de champions économiques, institutionnels et technologiques et bâtir une souveraineté panafricaine, résiliente, inclusive et endogène. À la tête de cette initiative, un Africain convaincu du potentiel du continent. Pour ce numéro spécial, nous recevons Arnold Mambou. Il est cofondateur et directeur général d'Afrique Intelligence Plus, directeur de publication du magazine du narratif africain, promoteur du forum Afrique, entrepreneur, consultant et coach de dirigeants. Voilà entre autres sujets à débattre pour ce numéro du scanner. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le Média du Développement. Merci de nous suivre sur l'ensemble synchronisé de nos médias. Vous nous écoutez sur la 89.5. Merci de votre fidélité. Vous nous regardez sur Kavi TV sur le canal 410. Si vous êtes abonné Canal Plus, sur Star Times, vous nous suivez via le 113 sur les réseaux sociaux. Kavi TV vous accompagne sur Meta, sur YouTube, Kavi Média également. Kavi TV sur Facebook, j'y arrive. Kavi Média sur YouTube et notre application mobile. Et Kavi Média disponible sur Play Store et App Store. Également notre site d'information siaminfo.com relais en direct cette émission à la baie. Vous nous écoutez via nos partenaires de Beta FM qui relaient également cette émission en direct. Avant de démarrer ce numéro, nous venons de recevoir cette triste nouvelle. Le secrétaire général de l'USTG, Abdoulaye Sow, est décédé ce mardi matin à Conakry des suites de maladie. Yaya Diallo, bonjour. Triste nouvelle pour nous ce matin. Une triste nouvelle. Nous l'apprenons tout ce matin. Abdoulaye Sow, jusque-là secrétaire général de l'ISTG, rendu l'âme à gauche, nous apprendons. C'est vrai que depuis un bon bout de temps, on ne voit pas le syndicaliste, en tout cas sur le terrain. Les négociations sont en cours, mais nous constations déjà une absence marquée de cette grande personnalité du monde syndical dans notre pays. Il faut le dire, Abdoulaye Sow a gravi tous les échelons, jusque là où il est aujourd'hui en tant que secrétaire général d'une centrale syndicale aussi importante que l'ISTG. Il a mené des combats positifs pour le monde, premièrement d'abord bancaire, puisqu'il était au niveau de la FESABAG, où il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été fournis pour pouvoir tenir compte des conditions de vie des uns et des autres, des acquis sont palpables, c'est à son actif. Après cela, je crois qu'il avait exprimé ses convictions de pouvoir justement diriger l'ISTG. Je crois que ce qui fut fait, et finalement, il y a eu des dialogues qui ont été engagés. Je crois que nous sommes là-dedans, y compris le problème éducatif dont nous allons tout à l'heure toucher.
Et donc, bref, c'est un monsieur aujourd'hui qui s'en est allé avec disons, le sentiment d'avoir accompli ses devoirs vis-à-vis de sa nation, parce qu'il ne s'agit pas d'occuper une fonction ministérielle ou une fonction administrative quelconque pour pouvoir servir sa nation. Il en a servi autrement. Encore une fois, ainsi va le monde, puisse Dieu ait son âme. Puisse Dieu l'accueillir dans son paradis céleste. Mohamed Leba, bonjour. La nouvelle qui nous réveille ce matin, triste, hein, il faut le rappeler. Je l'ai rencontré, je crois, c'était bien avant la semaine dernière. On a échangé sur un certain nombre de questions. J'étais tellement surpris ce matin d'apprendre cette nouvelle. J'ai au moins appelé 4 à 5 personnes pour les rassurer, évidemment, si c'était encore vrai, puisque je me retrouvais dans un cauchemar. Ce fut le cas chez moi parce que quand j'ai reçu l'information, c'était très difficile pour moi de la publier sur le site parce que je m'en doutais tellement. Ça a interrompu quand même, disons, le cours des négociations hier au ministère de la fonction publique et du travail parce que Abdoulaye Sow quand même était connu pour être cette figure quand même, disons, emblématique du monde syndical en République de Guinée. Comprendre aujourd'hui qu'il n'est plus, il passe l'arme à gauche, c'est tellement difficile à décrire. C'est pour dire encore une nouvelle fois que c'est la preuve palpable ou éloquente que nous marchons avec la mort, qu'elle peut nous surprendre à tout moment. Et c'est ce qui est arrivé à ce camarade-là, qui a été quand même, disons, l'un des meneurs de tous les mouvements syndicaux dans notre pays, de lutte, surtout des réclamations syndicales. Abdoulaye Sow qui était quand même sur tous les fronts par rapport à la question concernant les enseignants, concernant le monde, disons, bancaire, etc. Au fait, c'est que Abdoulaye Sow incarnait pour le monde syndical. C'est vrai que souvent dans notre pays, c'est après la mort, on rappelle, disons, ce que les uns et les autres ont eu quand même à impacter ou à influencer positivement. Mais il faut rappeler que Abdoulaye Sow n'était pas n'importe qui pour le monde syndical. Il était quand même le secrétaire général de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, l'USTG, et également aussi de la FESABAC. Il est décédé ce matin. Et une mort aussi parce que on parle d'une courte maladie, d'une très courte maladie, si on peut le dire. La nouvelle aussi brutale que choquante a été annoncée au sein même du ministère de la fonction publique où des négociations étaient en cours entre le gouvernement et des syndicats de l'éducation. Alors selon plusieurs sources, disons contactées pour ce faire, on nous fait comprendre quand même que c'était une très courte maladie et que finalement le camarade n'a pas pu s'en sortir. Il a été balayé par cette maladie, mais pour le moment il faut dire que les circonstances réelles de sa mort ne sont pas encore élucidées. On attend de voir ce que le gouvernement va communiquer pour comprendre réellement de quoi il est décédé, mais pour le moment il faut prier Dieu pour le repos de son âme. Donc paix à l'âme du camarade Abdoulaye Sow qui nous a quittés très tôt ce matin de suite de maladie. Sur ce plateau également notre invité de parcours, Arnold Mambou. Je préfère ne pas écorcher les autres. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Bonjour Monsieur Camara, merci de me recevoir. Je rappelle que vous êtes cofondateur et directeur général d'Afrique Intelligence Plus, directeur de publication du magazine du narratif africain et promoteur du forum Afrique dont nous allons échanger tout à l'heure, essayer de comprendre les enjeux même de ce forum qui se tient du côté de Ouagadougou. Effectivement. Bien avant, on va parler de ce sujet. Après plusieurs jours de blocage, les ministres de l'enseignement préuniversitaire, de l'enseignement supérieur et du travail ont repris les négociations ce lundi avec l'intersyndicale. Mais ces discussions se déroulent sans plusieurs organisations syndicales dont le SNE, la FSPE et le SENAISUR. Pendant que le gouvernement tente de maintenir le dialogue, une partie de l'intersyndicale a déjà lancé son mot d'ordre de grève et une autre nouvelle vient s'ajouter à cette autre, c'est le décès d'un syndicaliste également. Oui, justement, voilà des événements totalement contradictoires qui se succèdent, puisque de l'autre côté, nous parlons d'une réclamation sociale
qui concerne l'ensemble des enseignants guinéens. Je crois que dès au début, nous avons suivi le processus de bout en bout en ce qui concerne ces discussions pour pouvoir justement accéder aux demandes, même si ce n'est pas toutes les demandes de la partie syndicale. Le gouvernement avait promis, et je crois que finalement sur le terrain, les enseignants se rendaient compte qu'il n'y avait pas eu une véritable volonté pour pouvoir mettre tous ces engagements en œuvre. Et finalement, nous avons suivi premièrement d'abord avec les enseignants contractuels communaux, retenus non retenus, c'est de Conakry. Ensuite, nous avons le point nodal qui est justement le statut particulier des enseignants. C'est vrai qu'il y a eu des acquis, comme l'a dit le SLEG, mais le point nodal, c'est-à-dire qui ne devrait pas, ne pas être pris en compte. Si on pouvait parler d'un succès quelconque dans le cadre de ces négociations-là, les autres ont estimé qu'il fallait tenir compte de ce statut particulier qui est transversal et qui pouvait justement toucher tous les enseignants, y compris ceux de l'enseignement technique et professionnel. Donc finalement, il n'y a pas eu, des avancées dans ce cadre-là. Et nous avons suivi tout récemment, depuis le 15 novembre, des négociations qui ont été entamées sous l'égide du Conseil national du dialogue social. Et bien finalement, ces discussions se sont soldées par un échec, puisqu'il y a une bonne partie de l'intersyndicale qui avait appelé justement à une grève générale illimitée qui s'est débutée, hier lundi. Et de l'autre côté, nous avons justement l'OSLEG qui s'était désolidarisé, arguant effectivement qu'il y avait eu des avancées et comme tel, rien ne pouvait justifier justement cette grève-là. Donc, une intersyndicale déchirée, fracturée face au gouvernement qui quand même a pu avoir justement un couloir à travers lequel il peut s'appuyer pour pouvoir justement avancer, parce que tout simplement, ceux qui sont censés être unis pour faire face à un certain nombre de choses ne sont plus unis. Donc je crois que ça devient justement une chose facile pour le gouvernement, mais qu'à cela ne tienne, ce qui est important aujourd'hui, c'est comment faire en sorte que les différentes demandes soient prises en compte et effectivement, et au besoin, satisfaire ces demandes-là, puisque ça concerne les enseignants dans notre pays. Ouais, ça concerne les enseignants. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses inattendues, beaucoup de nouvelles qui tombent. Donc, hier, on nous apprend que les négociations se sont poursuivies jusqu'à 4 heures du matin, mais jusque-là, pas de solution miracle au sein du secteur de l'éducation. C'est vrai qu'il y a des imprévus, on peut parler de ce cas de décès. Est-ce que cela peut au moins faire fléchir certaines positions? Oui, c'est bien possible que ça se passe ainsi, mais pour le moment, il faut quand même dire que ce qui a pu retenir les membres du gouvernement, qui étaient quand même, mandatés par le gouvernement ou représentés par le gouvernement à ces négociations-là, et une partie, parce qu'il faut dire quand même qu'aujourd'hui, c'est pas tout le monde syndical qui quand même se retrouve autour de la table pour mener quand même ces différentes négociations-là, comme on le dit. Il faut quand même s'attendre à ce que les lignes bougent, parce qu'on l'a dit, aujourd'hui le mouvement syndical, l'intersyndical, si on peut le dire comme ça, c'est pertinemment que ça va être très difficile pour elle de voir tous ces points de négociation, ou enfin tous ces points de réclamation satisfaits par le gouvernement. Ce qu'il faut aujourd'hui quand même, ce qu'il faut souligner, c'est que ça pourrait quand même permettre à cette intersyndicale-là de parvenir au moins c'est-à-dire à faire respecter beaucoup ou plusieurs points de cette plateforme revendicative, notamment le point nodal qui est la signature du statut particulier. C'est vrai que les autres points, ce sont juste des petites branches quand même liées à ce point nodal-là qui est la signature du statut particulier. Ce point traîne depuis 2023, on l'a dit. Et c'est maintenant ou jamais qu'il faut quand même taper du poing sur la table pour pouvoir réellement pousser le gouvernement afin quand même de sortir de ce mythisme-là aujourd'hui entretenu autour de la satisfaction de ces différents points de revendication. Et il faut comprendre, il faut comprendre le SLEG aujourd'hui.
s'il y a encore, ne serait-ce qu'une occasion pour trouver notamment une solution de sortie de crise, parce que le monde de l'éducation aujourd'hui n'en a pas besoin. L'école guinéenne, vous avez vu hier, il y a certains qui profitent de ce mot d'ordre de grève lancé par ces deux mouvements syndicaux, notamment je parle du SNE et la FFE, pour quand même régler leurs comptes. Vous avez vu dans certaines écoles où ça manifestait, pourtant l'appel qui a été lancé, cet avis de grève ou cette grève qui a été enclenchée, le mot d'ordre n'est pas une manifestation violente. Il s'agit juste de ne pas, d'observer quand même, disons, de ne pas aller en classe pour les enseignants. Et vous avez également vu cette sortie du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation qui appelle notamment au dialogue, qui appelle aux enseignants, notamment à la retenue et à la compréhension. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, parce que peu importe ce qui va se passer sur le terrain, on va se retrouver encore autour de la table pour mener des négociations, parce que c'est au bout de ces négociations-là que la fumée blanche peut sortir. Pour le moment, s'il y a ne serait-ce qu'une petite, chance de trouver ou de tomber d'accord par rapport à tous ces points de revendication-là, ou au gouvernement maintenant, parce que moi je me dis que la balle est dans son camp. Le syndicat, l'intersyndical a quand même étalé son programme sur table, ses revendications sont déjà connues, c'est au gouvernement maintenant de savoir dire la vérité à ces mouvements syndicaux pour dire attention, on ne peut pas satisfaire tous ces points de revendication-là, mais voilà ce que nous proposons. C'est à vous maintenant de voir, est-ce que vous pouvez adhérer à ces différentes propositions-là? Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Pour le moment, l'école guinéenne n'a pas besoin d'une grève quelconque, que ce soit une grève, disons, appelant les enseignants à ne pas se rendre dans les salles de classe. Nous avons vu que même si on dit que partiellement la grève a été suivie, il faut dire quand même qu'il y a eu quand même un impact négatif aujourd'hui sur l'évolution des cours dans les salles de classe. L'apprenant guinéen, tout ce qu'il attend, c'est qu'on dise qu'il y a grève. Que les enseignants viennent ou pas, lui ne va pas se rendre, parce que pour le moment, pour lui, c'est la voie de l'évangile. Il ne s'y rendra pas. Il va rester à la maison, et cela va graduellement et continuellement impacter le cours, notamment de l'évolution des programmes dans ces différentes écoles. Et à la fin, c'est encore l'apprenant qui va souffrir, parce que nous savons pertinemment qu'en temps normal même que nos enseignants ont du mal à terminer les programmes dans les écoles, ce que nous voyons souvent lors des visites, ce n'est pas en réalité ce qui se passe dans ces salles de classe-là, et souvent la plupart doublent les cours, c'est vers la fin, et l'apprenant étant même à bout de souffle ne peut plus comprendre ce qu'il doit retenir. Donc aujourd'hui, et le gouvernement et l'intersyndical, chacun de son côté, a intérêt quand même à privilégier notamment la paix, parce que nous sommes aujourd'hui engagés dans un processus électoral, et une manifestation violente sur le terrain pourrait heurter aujourd'hui la sensibilité des uns et des autres, surtout aussi également ce processus électoral, parce que nous sommes en pleine campagne électorale. Il y a des gens qui sont sur le terrain, et de l'autre côté, si ça manifeste, ça risque vraiment d'en arriver à un niveau où on ne s'attend vraiment pas. Et aujourd'hui, je crois que le gouvernement a toute l'opportunité de profiter de ce décès-là pour ne serait-ce quand même satisfaire que 80% de ces points de revendication. 80%, en tout cas, nous suivons de très près l'évolution de ces négociations. Est-ce qu'elles vont continuer? Un point d'interrogation, puisqu'aujourd'hui on enregistre déjà le décès d'une figure marquante du monde syndical. Mais en attendant, la grande nouvelle est que jusqu'à présent, aucune issue favorable sur le point nodal qui reste la signature du statut particulier et de l'enseignant. On parle de cet autre sujet. L'Afrique entre dans une nouvelle ère. Une ère où les solutions de demain ne viendront plus uniquement d'ailleurs, mais de l'intérieur, des territoires, des intelligences et des volontés africaines elles-mêmes. D'où le forum Afrique-Afrique, une rencontre qui vise à définir des solutions aux véritables problèmes du continent. Qu'est-ce qui a motivé l'organisation de ce forum?
Quels sont ces objectifs spécifiques? Ce sont entre autres questions que nous posons ce matin à notre invité. Rebonjour Monsieur Mambou. Bonjour Monsieur Camara. Merci d'accepter notre invitation une nouvelle fois encore. Je vous en prie, c'est moi qui suis honoré d'être sur votre plateau. Je rappelle que vous êtes congolais et burkinabé à la fois. Oui, effectivement, je suis congolais d'origine et je suis burkinabé par alliance, par les alliances familiaux, aussi par le fait de la résidence. Évidemment. La RDC, non, plus précisément, ou Congo-Brazzaville? Alors pour moi, les deux Congos sont les mêmes. Hein. Pour un panafricain, je ne ferai pas vraiment cette distinction, mais pour des questions techniques, je suis du Congo-Brazzaville. Très bien. Alors cette question, qu'est-ce qui a motivé l'organisation du forum Afrique-Afrique et qu'est-ce que le forum Afrique-Afrique? Alors la motivation, c'est peut-être déjà rétablir quelque chose, rétablir un ordre pour nous qui est naturel. Parce que vous savez, vous l'avez dit lors de votre introduction, il y a plusieurs forums qui invitent l'Afrique. Et il y a pour nous des paradoxes où nous voyons des États inviter un continent de plus de 54 pays et de plus de 1 300 000 habitants. Regorgeant du 1/3 des ressources naturelles, et le continent le plus dynamique, le continent le plus, je dirais, le continent du présent et de l'avenir. Alors, ces paradoxes, nous avons voulu les régler à travers le forum Afrique-Afrique, parce que nous considérons qu'avant d'être invités sur une plateforme ou une tribune internationale, il est déjà bon que, entre nous Africains, nous sachions quelles sont nos priorités, pour ne pas que nous nous retrouvons ces plateformes en ordre dispersé et courant après des objectifs différents. Donc le forum Afrique-Afrique, c'est une plateforme transversale où les Africains se regroupent entre eux pour parler d'abord de leurs challenges, mais aussi pour y apporter des réponses endogènes. Nous avons vu avec des plans de restructuration, des plans qui nous ont été souvent imposés par les organisations internationaux pour soit redresser, disons, nos économies ou bien développer le continent. Au bout après 50 ans, beaucoup de ces plans n'ont pas réussi parce qu'on a calqué des modèles qui n'étaient pas adaptés à notre culture, à notre environnement et à nos enjeux. Donc le Forum Afrique-Afrique veut travailler sur toutes ces questions pour proposer justement des réponses endogènes venues par les Africains et prêts à être adaptées à leur environnement. Alors, vous touchez un sujet très important. Le continent en a besoin à ce stade-ci. Mais la question qu'il faut se poser, puisque vous semblez quand même vous atteler sur un certain nombre de problèmes qui sont existentiels, mais est-ce que, revenons un peu en arrière, c'est-à-dire que sur la naissance même de ce continent, est héritier d'un système occidental. Alors, il y a certains chefs d'État qui ont osé dire que l'indépendance n'est qu'une apparence. En réalité, aucun État africain, disons, n'est indépendant puisque la décision elle est prise quelque part. On parle même d'une onction papale de l'Élysée pour pouvoir désigner un certain nombre de chefs d'État. Est-ce que le problème n'est pas à ce niveau-là? Comment faire en sorte que la vraie souveraineté revienne? Et cela implique fondamentalement les Africains à tous les niveaux, notamment les dirigeants. Je pense que c'est une très belle question, mais je pense que la réponse n'est pas noire, elle n'est pas blanche. Je crois que déjà la prise de conscience des populations africaines qui se traduit par l'échange que nous avons ici sur ce plateau. La question que vous me posez, il y a 20 ans, je pense que sur certaines capitales africaines et sur certains plateaux, vous n'aurez pas eu la liberté même de la formuler. Ça voudrait dire qu'il y a une évolution des mentalités. De toute l'histoire de l'humanité, l'humanité a toujours été faite de forces. Il y a toujours eu des forces en présence, des luttes de pouvoir, des dominés à dominants. Mais l'Afrique doit être consciente de son potentiel pour pouvoir s'asseoir légitimement sur la table des grands et parler d'une voix forte.
Aujourd'hui, l'onction papale qui était donnée dans certaines capitales, peut-être dans les environnements francophones, elle était donnée, mais c'est la même réalité. Dans le monde britannique, elle venait peut-être de Londres, dans les colonies, ou bien, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en Amérique du Sud avec les positions américaines, ça correspond à ce qui s'est passé il y a 20 ans, il y a 30 ans, mais quelques pays d'Amérique du Sud aussi ont pris en main les clés de leur destinée. Et aujourd'hui, je pense que le Brésil ou l'Argentine, c'est des pays qui parlent d'égal à égal avec les puissances occidentales. Donc pour moi, je pense que la prise de conscience d'abord des populations est importante, et ensuite cette prise de conscience des populations va servir de levier de légitimité pour nos autorités pour s'asseoir à la place des grands et parler au nom du continent. Donc voilà ce que je pourrais dire. Alors de quelle urgence, disons, particulière est né ce forum quand même Afrique aujourd'hui, connaissant quand même tous les maux dont souffre ce continent depuis très longtemps? Je disais tout à l'heure en off, vous voyez le PIB de certains pays asiatiques comme la Chine, comme la Corée du Sud, correspondait au PIB de certains pays africains il y a 50 ans. On était au même niveau social et économique. Et parfois même, certains pays africains avaient sur les plans macroéconomiques des avantages par rapport à l'Asie. Aujourd'hui, l'Asie est l'usine du monde. Aujourd'hui, l'Asie, quelqu'un disait même que l'Asie vit déjà dans le futur. Donc je vois que, vous conviendrez avec moi qu'il y a un souci. Il y a un retard que nous devons rattraper, plus qu'un retard. Il y a une urgence à rattraper notre niveau social, économique. Nous ne pouvons pas être le continent le plus riche en termes de ressources, mais en même temps être le plus pauvre en termes de redistribution de ces ressources et des conditions. Donc le Forum Afrique, c'est une urgence africaine à ce que les Africains s'asseyent entre eux, examinent réellement leurs challenges, qui pour moi ne sont pas des problèmes, ce sont des challenges à relever, parce que nous avons des solutions à travers notre capital humain, nous avons des solutions à travers nos ressources, nous avons aussi des solutions à travers des partenariats et des exemples de modèles qui peuvent nous inspirer, que nous pouvons adapter. Donc voilà en quelques mots ce que je pourrais dire pour répondre à cette question. Merci de rappeler l'exemple asiatique, la Chine, la Corée. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le processus ayant abouti à cette révolution technologique asiatique, notamment chinoise, découle d'un processus. Premièrement, d'abord, ce sont des gens qui étaient conscients de leurs limites et qui sont allés se former. Oui. La première question, c'est comment vous y travaillez pour la coopération gagnante-gagnante, comme on l'a toujours dit. Mais de l'autre côté, il y a un paradoxe. Contrairement aux Asiatiques, nous prenons la plupart de la monnaie que nous utilisons chez nous ici en Afrique. La réserve, c'est ailleurs. L'émission de ces billets, c'est ailleurs. Donc, c'est une monnaie qui est contrôlée par une puissance, contrairement à la Chine et certains États asiatiques. Comment faire en sorte que cette souveraineté monétaire soit acquise et éventuellement faire face à d'autres défis qui pourront justement être faciles si toutefois on arrive à avoir les fondements qu'il faut? Toujours de très bonnes questions. Toujours de très bonnes questions. Des questions peut-être pour lesquelles nous n'avons pas la prétention tout de suite d'apporter toutes les réponses, sinon l'intérêt du Forum Afrique ne s'y prêterait pas. Mais peut-être des débuts de réponses. Vous savez, parlons encore de l'Asie. Hong Kong était encore sous administration anglaise il y a moins de 30 ans, alors que certains pays africains étaient déjà indépendants. Certaines monnaies... Notamment la Guinée. Certaines monnaies sont frappées ailleurs pour des raisons techniques, pas pour des raisons souverainistes. Moi, je considère que l'Afrique a suffisamment de réserves parce que la monnaie, vous savez que je ne suis pas un expert de l'économie, mais une partie de la monnaie doit être aussi gagée ou, je dirais, mis en, comment on appelle, l'expression technique me reviendra, mais l'or et les réserves d'or sont nécessaires aussi à la garantie d'une monnaie pour sa stabilité.
Et je pense que l'Afrique ne manque pas de réserve. L'Afrique ne manque pas de réserve. À cette question, je pense qu'il y a une partie technique, parce qu'une monnaie aussi ne se crée pas en un jour. Il y a toute une organisation à mettre en place. Il y a aussi de la formation pour pouvoir justement manipuler cette monnaie, la maîtriser. Et je crois que nous ne sommes pas en manque de capacité pour le faire. Là, je pourrais faire appel à la volonté aussi politique, parce que la question de la monnaie est une question aussi de souveraineté, et à côté de cela, c'est une question technique. À travers un réel programme, et le forum envisage de discuter de ces questions, il y a plusieurs interventions qui sont allées dans ce sens. Il y a presque 5 ans, on a annoncé l'arrivée de l'écho en Afrique de l'Ouest, mais jusqu'à présent, nous n'avons vu aucune pièce frapper ou aucun billet circuler. Est-ce qu'il y a une pesanteur? Certainement, je considère qu'il y a une pesanteur. De quel ordre elle est? Est-ce qu'elle est d'ordre technique? Est-ce qu'elle est d'ordre politique? Nous avons aussi besoin de le savoir pour que ces choses qui ont été annoncées deviennent évidentes, parce qu'il y a, comme je disais, donc une question de souveraineté, mais il y a aussi une véritable question technique, parce que lorsque vous avez une partie de vos réserves qui sont gagées ailleurs, vous n'avez pas la latitude de pouvoir fonctionner sur les marchés internationaux et financiers à votre aisance comme vous le souhaitez. Mais l'autre question, peut-être, c'est par rapport à ce forum. Ce n'est pas une première en Afrique qu'on assiste à l'organisation de forums. Quelle est la différence, ou quelle peut être la différence entre ce forum Afrique-Afrique que vous organisez avec un thème qui doit quand même attirer les attentions, c'est repenser notre pouvoir d'agir. Vous l'avez choisi comme thématique. Aujourd'hui, quelle est la distinction particulière de ce forum, contrairement aux autres qui se tiennent en Afrique? 95% des forums qui se tiennent en Afrique sont sectoriels. Par secteur. Finance, agriculture, ou un mix de quelques secteurs. Le problème de l'Afrique, ou les challenges, je préfère l'expression, pour nous, ce sont des challenges qui sont globales. Ils peuvent avoir leur émergence sur un aspect, mais leur solution sur un autre aspect. Voilà pourquoi notre forum, il a la particularité d'être transversal. C'est un forum où nous n'avons pas voulu ex-politique, mais où nous avons souhaité avoir sur la même des acteurs politiques, des acteurs économiques et même des acteurs de la société civile. Parce que nous considérons qu'il faut avoir une vision transversale de la question et des challenges africains. Donc voilà la particularité. Je disais, quelqu'un me posait la question sur un plateau, il me disait, et les sommets par exemple de l'Union africaine? Je lui dis, mais c'est une très belle question, parce que les sommets de l'Union africaine, comme vous dites, ce sont des sommets de dirigeants. Au cours de ces sommets, je ne pense pas que la société civile ou la petite maman qui vend ses tomates au marché, qui aura accès à notre forum via simplement une inscription en ligne, ou bien le jeune étudiant qui voudrait pouvoir échanger avec les dirigeants ou bien avec le monde professionnel, n'a pas toujours accès à ce genre d'événement. Nous voulons un peu comme l'arbre à palabres africaine, où on pouvait s'asseoir et qu'il y ait là des gens de toutes générations et venant de tous les secteurs. Voilà la différence qu'apporte le Forum Afrique-Afrique. Mais pourquoi le nom Afrique-Afrique? Vous savez, je pense le premier voyage, le voyage le plus profond, ce n'est pas le voyage que l'on fait à travers les continents, c'est le voyage que l'on fait sur soi-même. Il est important que l'Afrique se parle à elle-même, que l'Afrique se regarde elle-même et que l'Afrique apporte ses propres solutions. Elle répond justement à ce paradoxe de voir des États inviter tout un continent. À travers le Forum Afrique-Afrique, c'est l'Afrique qui s'invite à se regarder et à se parler elle-même. D'où le nom Afrique-Afrique. D'où le nom Afrique-Afrique. Oui, aujourd'hui, quand même, nous assistons à la naissance de plusieurs forums. Souvent, vous venez de le rappeler. Et
et dont les objectifs parfois se ressemblent. Au niveau de ce forum Afrique-Afrique, quel va être, parce que vous avez parlé d'un retard aujourd'hui, à quand même rattraper vis-à-vis d'autres continents. Si vous prenez sur la globalité, si l'Afrique n'est pas le continent le plus pauvre, en tout cas quand même fait partie des continents les plus pauvres au monde. Comment aujourd'hui, quel mécanisme au niveau de ce forum Afrique-Afrique pour parvenir quand même, ou quelles solutions vous proposez pour parvenir à rattraper ce retard qui semble vraiment béat? Oui, effectivement. En réalité, pour revenir un peu à la question sur le forum, pourquoi le nom du forum Afrique-Afrique, vous vous rendrez bien compte qu'il y a bientôt 30 ans, l'Europe était subdivisée en plusieurs pays et on ne parlait pas réellement d'Union européenne. On parlait des pays. Les États-Unis ont fait cette mutation depuis plusieurs années. L'Afrique est un des derniers continents qui a du mal à comprendre qu'il faut se fédérer. Les frontières, si nous voulons faire un peu de l'historique, nous savons comment les découpages de nos pays ont été faits. La question m'était posée tout à l'heure de savoir de quel Congo j'étais, mais vous trouverez qu'au Congo-Brazzaville ou en RDC, de part et d'autre du fleuve, il y a les mêmes tribus, les mêmes... C'est le même peuple. Le même peuple, ouais. voilà. C'est le même peuple. Alors, le malheur de l'Afrique, c'est parce que plusieurs solutions ont été pensées à l'échelle de pays, alors que les solutions devaient être pensées au moins à l'échelle régionale. Ouais. Parce que c'est les mêmes peuples, c'est les mêmes difficultés, c'est les mêmes challenges, c'est les mêmes prolongements, que ce soit en termes de ressources, que ce soit en termes de défis à relever. Le Forum Afrique-Afrique s'inscrit donc dans une démarche où nous voulons proposer une solution globale, non pas une solution dispersée. Parce que ce n'est qu'au prix de cela, en étant unis et en considérant nos solutions et nos défis à relever comme étant des défis transversals de pays en pays, que nous pourrons justement essayer de rattraper ce gap. Alors que le monde se globalise, le monde se réunit en bloc, l'Afrique va encore en ordre dispersé, État après État. Et donc nous souhaitons justement avoir une vue d'ensemble africaine à travers déjà des projets qui ont été initiés mais qui n'ont pas pu, à notre sens, avoir toute l'envergure qu'elles auraient dû avoir. Vous avez des projets comme le NEPAD qui pensent l'Afrique comme un bloc et non pas comme des États disparates. En Afrique encore, vous savez, il est plus facile de se déplacer hors d'Afrique qu'à l'intérieur de l'Afrique. Ce sont des paradoxes qui doivent être réparés si nous voulons exister sur la face du monde. Comment réparer ce paradoxe? Vous venez de parler de l'Union africaine. On va laisser qu'il réponde à cette question. Comment réparer ce paradoxe avant de poursuivre? Alors, je pense que je m'avancerai. Je pense qu'il y a une partie de nos souverainetés nationales qui doivent plus être cédées à la souveraineté africaine. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous voyez bien que, par exemple, je prends un exemple encore, celui de l'Europe, c'est l'exemple le plus évident. Vous avez l'Union européenne où siègent 27 pays. Et beaucoup de décisions qui s'imposent dans ces pays sont prises autour de ces 27 pays, de manière, je dirais, de manière collégiale. Et je pense que l'Afrique gagnerait à s'élever à ces niveaux, mais certes, il y a aussi des disparités, certes, il y a aussi chaque pays, chaque territoire a sa propre histoire, mais nous devons comprendre que le monde qui est face à nous, c'est un monde qui se globalise. Et tant que nous ne sommes pas dans une démarche collégiale, dans une démarche d'unité, il sera difficile pour nous d'exister face justement à ce monde qui est simplement dans un rapport de force. C'est-à-dire, si on enlève le côté passionnel, il faudrait comprendre que nous sommes face à des blocs qui veulent exister et dont souvent
les moyens et les ressources pour elles, pour garder leur statut, ne se trouvent pas sur leur territoire. Donc ils sont obligés ou forcés de venir vers nous justement pour continuer à pouvoir affirmer leur domination, mais aussi à garder parfois le confort de leur société aujourd'hui. Alors, vous venez de rappeler deux pans très intéressants de notre émission, de ce thème-là surtout. L'Afrique, un bloc vis-à-vis d'un certain nombre de blocs qui existent aujourd'hui. Alors, certains vous diront que la balkanisation de l'Afrique n'est pas un fait naturel, oui. C'est le résultat d'une réflexion occidentale pour justement nous maintenir dans cette situation-là. Alors, comment faire en sorte que, soit que cela se greffe à la première vision des pères fondateurs de l'Afrique, comment faire en sorte que nous ayons une union africaine de peuples et non un collège de chefs d'État comme nous en avons aujourd'hui. Et sur ce, il y avait eu certaines pistes de solutions qui ont été évoquées. La première chose, c'est la souveraineté monétaire, une monnaie commune pour le continent, pas pour une organisation sous-régionale. La deuxième des choses, c'est le modèle de gouvernance dont il faut avoir. Est-ce qu'il faut avoir une fédération? Qu'est-ce qu'il faut avoir pour pouvoir justement maintenir l'unité politique africaine? Et de l'autre côté, c'est le modèle économique qu'il fallait avoir. Parce qu'aujourd'hui, comparativement à l'Asie, le modèle économique est connu. Et voilà, c'est sur la base de ça que la Chine, la Corée et certains États sont parvenus à avoir le statut qu'ils ont eu aujourd'hui. Et la dernière question, c'est sur le Conseil de sécurité de l'ONU, où les décisions mondiales sont prises par 5 puissances qui ne sont pas de puissances africaines. Comment faire en sorte que l'Afrique puisse avoir ne serait-ce qu'une voix au niveau du Conseil de sécurité? Je vais commencer par répondre. Peut-être que ma réponse sera un peu philosophique. C'est celle de dire que lorsque l'on ne sait pas d'où l'on vient, c'est difficile de savoir où l'on va. Je pense que l'Afrique gagnerait à honorer la position justement de ses pères fondateurs. Vous savez, autour de certaines sociétés comme des sociétés asiatiques, la référence absolue, par exemple, en Chine reste Mao. Aux États-Unis, la référence absolue reste les fameux pères fondateurs. Un président américain disait qu'il avait derrière son bureau, sur le mur, la photo d'Abraham Lincoln, et à chaque fois qu'il était en difficulté, il se retournait et il posait la question: qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Donc nous avons besoin justement de nous ressourcer à travers cette vision de ces hommes-là qui ont sacrifié leur vie, leur destin pour justement l'émergence du continent. Donc un retour aux sources philosophiques, idéologiques, culturelles même. Et à travers ça, je voudrais aussi répondre sur le modèle de gouvernance. Je disais au début de mon propos que nous avons très souvent calqué des modèles de gouvernance qui n'étaient pas toujours adapté à notre environnement. L'Afrique a une vieille histoire. Les livres nous le disent, les récits nous le disent que contrairement à ce qui a été ventilé, lorsque les puissances occidentales sont venues en Afrique, ils ont trouvé une organisation sociale. Ils ont trouvé des royaumes. Et l'Afrique a eu parmi les royaumes les plus puissants de l'humanité. Donc c'est pas pour dire que nous manquons de modèles. Nous avons un modèle. Et la Chine a son modèle, l'Europe a son modèle, la démocratie et le reste. Et moi, je pense qu'il faudrait que nous ayons cette réflexion décomplexée de nous poser la question: quel est le véritable modèle? On a essayé des modèles, mais nous voyons bien que nous balbutions dans l'adaptation de ces modèles. Donc, il ne faudrait pas... Ce n'est pas un crime, ce n'est pas... je dirais, nous ne sommes pas en marge de l'humanité en considérant que, mettons les pieds dans le plat, peut-être que la démocratie n'est pas le modèle absolu. Voilà, nous avons eu nos sociétés qui étaient sereines, qui se développaient bien, mais qui ne connaissaient peut-être pas la démocratie telle que nous la pratiquons. La forme actuelle. La forme. Sinon, elle existait. Sinon, elle existait, parce que autour de l'arbre à palabre, les voix des uns et des autres comptaient, même la voix du peuple. Mais il y a déjà même un exemple palpable, c'est la charte de Kourkan-Fouga. Effectivement. Donc, je pense que nous gagnerons justement parfois à discuter, à remettre les choses à plat
pour aller peut-être vers un modèle africain beaucoup plus adapté à notre réalité. Quant à la question sur la balkanisation qui est une volonté, je reviens toujours sur le fait que je considère pour moi que le monde dans lequel nous vivons, c'est un rapport de force. Ouais. C'est un rapport de force. Il faudrait que nous soyons pragmatiques. Parce qu'en face, il y a des sociétés qui ont un certain niveau de développement, un certain confort. Il y a des sociétés qui ont un certain leadership, mais dont, je dirais, une grande partie de leur force qui les permettent justement d'avoir cette position ne se trouve pas sur leur territoire. Donc, elles vont en conquête. Quelle est notre réponse? Notre réponse doit être collective. Si notre réponse est dispersée, bien évidemment qu'elles vont jouer sur ces divisions pour pouvoir tirer leur épingle du jeu. Je crois que nous sommes dans un temps et dans un monde où nous devons avoir des partenariats gagnant-gagnant, des partenariats respectueux. Et je vois autour de moi que moi je viens par exemple du Burkina Faso. Vous avez vu qu'au niveau du Burkina Faso et des pays de l'AES, parfois le temps est monté pour pouvoir aussi imposer ses vues. C'est une façon de faire. La diplomatie aussi, c'est une autre façon de faire. Le plus important, c'est obtenir les résultats. Quant au Conseil de sécurité, vous conviendrez avec moi, vous êtes des hommes de médias et de presse, vous suivez cela. C'est une disposition qui est caduque parce que ces 5 pays qui détiennent le droit de veto l'ont obtenu par leur position après la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes à plus de 60 ans après la Deuxième Guerre mondiale. Cette configuration est une incongruité aujourd'hui. Elle ne peut plus exister. Voilà. La Chine n'avait pas le même poids, l'Allemagne et ainsi de suite après la guerre. Et je pense aussi que l'Afrique, parlant d'une seule voix, représentant plus d'un tiers des ressources du monde naturel, des ressources naturelles, et aussi avec certainement une des croissances démographiques la plus forte, aujourd'hui, elle a largement le droit de citer autour de cette table et beaucoup plus qu'avec un seul siège. C'est mon point de vue. Ok, parlons de ce forum, puisque vous êtes à votre première édition. Qu'attendez-vous de ce forum en retour après ces discussions de 2 jours, puisque le forum se tient les 17 et 18 décembre à venir du côté de Ouagadougou. Qu'est-ce que vous attendez de cette première édition? Alors, de cette première édition, nous voulons déjà, c'est notre contribution, nous voulons déjà produire autour des différentes participations un livre blanc, une feuille de route concrète, quantifiable, mesurable, que nous voulons proposer à nos dirigeants, aux dirigeants africains. Donc, c'est un document qui sera remis déjà au pays hôte qui reçoit à travers sa plus haute autorité, mais qui sera aussi diffusé dans les arcanes de la gouvernance des États africains. Et nous sommes disposés, et toutes les personnes qui participent au forum à travers le comité d'organisation, ce sont des techniciens, ce sont des bénévoles qui veulent mettre leur expertise à contribution pour que ces pistes qui sont la somme des réflexions, non pas d'un pays, mais de plusieurs pays, puissent être mis en œuvre. Avec pour partenaire média, Kavi Média, évidemment. Ah oui, je tiens à l'informer que Kavi Média est le partenaire média principal du forum Afrique, et je profite donc aussi de l'occasion pour remercier tout le leadership et le management de la chaîne, ainsi que tous les techniciens et les petites mains sans laquelle nous n'aurons pas justement cette diffusion à l'échelle à la fois nationale mais même continentale durant et après le forum. Oui, alors, dans ce document du Forum Afrique, vous décrivez quand même les fragilités actuelles de la souveraineté économique africaine. Et nous savons que pour qu'un continent se développe, il faut quand même au moins que l'économie ne soit pas constamment résiliente. Il faut une économie forte, il faut une souveraineté économique. Et récemment, nous avons assisté à un sommet, l'Union européenne, Union africaine. Lors de ce sommet, il a été évoqué ce cas de partenariat que vous venez également d'évoquer. Est-ce qu'aujourd'hui, pour l'intérêt de l'Afrique et des dirigeants africains, il est temps de réinventer ces modes, disons, de partenariat entre l'Afrique et l'Europe? Oui, bien évidemment, parce que vous savez,
les échanges interafricains sont quasiment, en termes économiques et de création de richesses, je ne dirais pas qu'ils sont nuls, mais ils sont très peu existants. Vous voyez, avant, je vais encore un peu philosopher, j'ai rencontré une personne d'une certaine communauté et je lui ai posé la question, pour ne pas la citer ici, comment est-ce que vous avez une des communautés la moins importante en termes de chiffres de population, mais qui est pourtant une des plus influentes, sinon la plus riche? Il m'a dit simplement que chez eux, le principe, c'est qu'avant que l'argent de leur communauté ne sorte hors de la communauté, elle doit au moins trouver les mains d'autres membres de la communauté. Et c'est seulement lorsque la ressource ne se trouve pas au sein de la communauté qu'ils vont à l'extérieur. Alors que nous, c'est complètement le contraire. Ouais, nous, c'est complètement le contraire. Nous importons quasiment 90% de ce que nous consommons. Alors que parfois, les réponses se trouvent chez nos voisins, à côté. Il suffit peut-être d'une synergie, de développer une structure, une entité qui pourrait ravitailler, approvisionner. On n'a pas besoin d'aller chercher ces solutions aussi loin. Mais il faut les penser, il faut structurer ces modèles pour que nous soyons interdépendants, mais aussi autonomes de notre... Vous avez vu ce qui s'est passé durant la Covid. Durant la Covid, le continent a été quasiment livré à lui-même parce qu'il consommait tout de l'extérieur. Et donc, c'est ce partenariat gagnant-gagnant entre l'Union européenne, entre les États-Unis, entre la Chine. Nous ne vivons pas non plus en autarcie. Nous l'acceptons, mais à la seule condition que ce que nous allons chercher à l'extérieur, que le tour soit fait à l'intérieur, ne pouvons pas le trouver à l'intérieur. À ce moment, nous pouvons justement donc appeler à ces partenariats d'échange entre différents blocs. Mais pour l'instant, nous voulons travailler à ce que les échanges entre Africains triple même sur les 5, les 10 prochaines années parce qu'ils sont vraiment très peu représentatifs à l'échelle économique. Nous parlons de l'avenir de l'Afrique. Un forum se tient les 17 et 18 décembre. Ce sera du côté de Ouagadougou. Le forum parle de l'Afrique en général et des Africains avec un thème: repenser notre pouvoir d'agir. La pub est derrière. On revient sur ce plateau avec notre invité prestige. On aura également le temps de revenir sur ce qui est prévu lors de ces deux jours de forum. Quelles sont certainement les initiatives à envisager de ce côté et quels préparatifs se font du côté de Ouagadougou. Ce sera avec notre invité, mais en attendant la pub. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au +224 613 00 39 69 ou au +224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire.
Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Chers téléspectateurs, bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission. Monsieur Bangora, bonsoir. Monsieur Tono, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Sur le plan national comme sur le plan international, quel sentiment t'anime? Tu ne m'as même pas laissé essayer une fois au moins. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Tu t'appelles sur la carte d'identité nationale Marie-Louise Ouamounou. Oui. Ton nom d'artiste aussi c'est Marie-Louise. C'est Marie-Louise Ouamounou. Pourquoi tu n'as pas changé? C'est ce nom que mon papa m'a donné, donc je n'ai pas voulu changer. Et donc tu ne partages pas l'idée des artistes qui changent Non, chacun a son vie. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Cavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informer pour agir. Inspirer pour grandir. Rejoignez-nous sur Cavi TV. Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com. Merci de nous rejoindre. Si maintenant vous le faites, vous êtes sur Cavi Média, seul et unique média de développement en République de Guinée dans votre émission Le Scanner qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h jusqu'à 10h30. Nous vous aidons à comprendre l'actualité majeure, les sujets au menu, l'actualité nationale et internationale, il faut le rappeler, puisque nous parlons d'actualité. Aujourd'hui, nous parlons du forum Afrique, de l'Afrique et des Africains. L'Afrique qui aborde une nouvelle ère, celle où les solutions ne viennent plus seulement de l'extérieur, mais des territoires, des talents et des ambitions africaines. C'est tout le sens même de ce forum qui se tiendra du côté de Ouagadougou les 17 et 18 décembre 2025, conçu pour apporter des réponses concrètes aux
vrais défis du continent. On a tout à l'heure échangé sur les motivations, les objectifs, mais comment ce forum va se tenir du côté de Ouagadougou? Quelles sont peut-être les surprises de ce côté? Avec nous, notre invité Arnold Mambou, cofondateur et directeur général d'Afrique Intelligence Plus, directeur de publication du magazine du narratif africain et promoteur de ce forum Afrique. Cette question, je reviens, monsieur Mambou. Aujourd'hui, Mambou, j'y arrive. Aujourd'hui, à quoi devons-nous nous attendre côté organisation, peut-être surprise lors de ce forum? Alors, lors de ce forum, je devrais dire que le forum sera diffusé sur 3 jours, il sera organisé sur 3 jours. Donc, le 16, nous aurons ce que nous avons appelé la nuit de la souveraineté. Ça sera vraiment l'éloge à notre culture à travers donc des récits, des présentations. Le choc africaine. Je dirais plutôt la cohésion ou l'harmonie de ces cultures, le partage entre Africains. Donc, il y aura cette nuit donc, qui sera parrainée par le ministre de la Communication et de la Culture du Burkina Faso. Et ensuite, le 17 et le 18, ça sera vraiment la partie travaux, la partie technique, la partie travaux. Nous aurons 8 panels sur 2 jours, à raison donc de 4 panels par jour. Ces panels seront des panels techniques. Je disais tout à l'heure que nous voulons justement travailler sur les questions africaines, sur les questions des challenges et des défis africains. Mais vous conviendrez avec moi qu'au cours de 2 jours ou de 3 jours, il serait matériellement difficile de pouvoir travailler sur toutes ces questions. Donc nous avons identifié 3 secteurs, le secteur des mines, le secteur de l'environnement, parce que mines et environnement vont de pair. Les mines nous apportent justement de la richesse, mais il y a aussi un impact sur notre environnement. Et vous savez aussi que la question de l'environnement est une des questions qui est une des causes principales aussi des déplacements des populations et même parfois aussi d'une certaine forme d'immigration sauvage de certains jeunes Africains qui quittent leur territoire à cause de l'impact environnemental pour aller parfois, considèrent-ils, chercher une meilleure vie ailleurs. Donc il y aura la question de l'environnement, il y aura la question des mines et il y aura aussi la question de la sécurité. Vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, l'Afrique est confrontée à des défis sécuritaires majeurs. Notamment les pays de l'AES. Notamment les pays dont le Burkina dont le Burkina fait partie, mais pas que les pays de l'AES. Si vous regardez actuellement la cartographie de l'expansion justement des défis sécuritaires, même les pays côtiers aujourd'hui commencent à avoir ces challenges et il y a de temps en temps malheureusement des incidents ou des accidents dans ce genre-là. Donc la question sécuritaire, la question de l'environnement et la question des mines seront des questions que nous allons traiter au cours du forum. Mais à côté de cela aussi, nous aurons des masterclass. Justement, je parlais de l'accès aux jeunes. Vous savez, pour moi, je ne considère pas que la jeunesse, c'est le futur. Pour moi, la jeunesse, c'est le présent. Voilà, nous avons tous été jeunes. Nous le sommes encore. Nous sommes d'abord jeunes. Nous le sommes encore. Et donc, il faudrait aujourd'hui inviter la jeunesse à participer. La jeunesse n'est pas un poids, c'est un atout pour l'Afrique. Mais elle ne peut pas demain prendre, je dirais, devenir engagée sur des questions dont elle n'a pas été initiée. Donc il faut apprendre, je dirais même depuis la mamelle, les initier à la question de la gouvernance, au challenge et à la souveraineté africaine. Donc il y aura des masterclass qui seront organisés en marge du forum qui seront destinés à ces jeunes, les masterclass sur l'initiation à la gouvernance, les masterclass sur le changement de mindset et des paradigmes, les masterclass aussi sur l'entrepreneuriat et aussi sur des questions de développement personnel parce que il y a aussi le fait de comment on se voit, comment on se perçoit. Alors, pendant très longtemps,
on nous a fait croire qu'être noir et africain, c'était un handicap. Donc, il y a tout un paradigme aussi à changer pour que justement ces jeunes se voient d'égal à égal. Aujourd'hui, ils utilisent les mêmes plateformes, les mêmes outils qu'un jeune à Los Angeles ou à Hong Kong, à Pékin. Donc nous sommes au même niveau, je dirais, sur le plan intellectuel et sur le plan humain et personnel. Est-ce qu'il y aura des récompenses, des prix, des satisfecits? Oui, en marge, justement, en clôture, je dirais plutôt en clôture du forum, il y a une nuit destinée justement à la distinction. Il y a beaucoup de distinctions qui se font sur le continent et ils ont leur mérite. Et nous souhaitons aussi apporter notre regard. Notre regard, c'est que les distinctions que nous voulons apporter, ce sont des distinctions, je dirais, structurelles. C'est-à-dire, nous sommes partis sur le fait d'identifier un certain nombre d'entreprises qui pour nous sont des gages de pérennité. Parce que ce que nous avons constaté, c'est que toutes les grandes sociétés à travers le monde qui se sont bâties durablement se sont appuyées sur des entreprises, des entrepreneurs, sur des créateurs de richesses, sur des champions. Je ne veux pas faire l'apologie de ce que nous connaissons déjà. Évidemment. Voilà, les Jack Ma en Chine, les Elon Musk aux États-Unis, et ainsi de suite. Mais chez nous aussi, nous avons des champions. Et je pense qu'ils gagneront à accompagner ces champions, déjà à les reconnaître et à considérer que leur modèle est une source d'inspiration que nous devons protéger, que les États doivent protéger, que les populations doivent protéger et que nous devons les reconnaître à leur juste titre. Donc il y aura des entrepreneurs qui seront primés, reconnus, mais il y aura aussi des États qui inspirent, qui seront reconnus et primés. Le Forum Afrique n'aurait pas pu se tenir sans la volonté politique des dirigeants du Burkina Faso. Donc ce n'est pas un secret. Un prix sera dédié au président du Faso pour son accompagnement, sa clairvoyance et aussi pour son combat pour la souveraineté africaine. Et comme je suis en Guinée, je profite de votre chaîne pour dire aussi que un prix sera aussi attribué au chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, pour sa vision éclairée quant à la réalisation du projet Simondo. Effectivement, c'est ce qui va m'amener à vous poser cette question par rapport à l'aspect mine que vous venez d'évoquer lors de ce forum qui va s'ouvrir le 17 du côté du Burkina Faso. De quoi s'agira-t-il? Alors, au travers des mines, c'est la question liée aux mines. Oui, effectivement. La question liée aux mines. Vous savez, les ressources naturelles, et notamment les mines, pendant très longtemps, ont été des ressources qui n'ont pas réellement profité aux populations africaines et aux pays africains. Parce que nous étions dans des partenariats où nous touchions une certaine rente, mais que nous ne participions pas au développement des projets miniers eux-mêmes, parce que nous n'avions pas les aspects ou les contributions techniques pour participer à ces projets. Mais de plus en plus, ces choses sont en train de changer. Vous voyez, par exemple, au niveau de la Guinée, je parle sous votre contrôle, je pense qu'il y a la Trans-Guinée, une société de droit guinéen qui a été mise en place à côté des multinationales existantes, justement pour participer au développement et à l'exploitation du projet. On n'attend plus simplement un droit fiscal qui est payé, mais nous sommes partie prenante. Et j'ajouterai encore qu'il y a la volonté même de ne plus simplement extraire les ressources, les charger dans un navire, les envoyer quelque part. Les transformer même sur place. Il y a la volonté de les transformer sur place. Donc c'est justement ces questions que nous voulons promouvoir à travers le forum Afrique, c'est-à-dire la transformation de nos ressources sur place. Mais cela ne doit pas être seulement... Il ne faut pas que ça soit un mantra. Il faut que ça soit une réalité. Et donc, il y a un contenu à mettre dans cette posture. Et nous voulons travailler à travers le forum Afrique à donner du contenu à ces questions pour ne pas que ces questions restent au niveau de la vision, de la pensée, mais qu'elles deviennent quelque chose de concret et
palpable. Vous parlez tout à l'heure du prix, d'un prix que vous voulez décerner également au chef d'État de l'État guinéen. Oui, effectivement, je ne vous l'apprendrai pas. Vous savez que le projet Simandou a connu beaucoup de blocages, beaucoup de challenge, 80 milliards de réserves de fer, un fer d'une teneur qu'on considère comme le caviar. On estime à 65%. Voilà. Donc, mais il a fallu certainement la volonté, il a fallu aussi la détermination d'un homme qui est le président Mamadi Doumbouya pour que ce projet arrive à son terme et qu'il soit lancé. Et donc nous voulons reconnaître cela. Et je pense que c'est aussi une des choses que les Africains devraient apprendre à faire, se plébisciter, se féliciter, s'encourager, voilà, promouvoir les bonnes actions et les mettre en avant. Et c'est notre volonté à travers donc le prix qui sera décerné à toute la Guinée, mais à travers son premier responsable, le président Mamadi Doumbouya. Je tiens aussi à signaler que Simandou, c'est le succès de la Guinée, mais à travers Simandou, c'est toute l'Afrique qui gagne. Ouais. Voilà, c'est toute l'Afrique qui gagne et nous voulons célébrer ce succès. Attendons d'abord la célébration. Je pense que c'est comme un On train... est optimiste, mais la célébration, je crois que le moment n'est pas venu d'abord. Je pense que c'est un train qui est lancé, et vous savez que lorsqu'un train est lancé, c'est très très difficile de l'arrêter. On espère. Non. Justement, la question qu'il faut se poser, c'est par rapport au public cible. Oui. Vous dites être transversal. Il y a des défis auxquels vous serez fondamentalement confrontés sur les langues de transmission. Nous parlons là en français. Il y a certains États africains qui parlent anglais, d'autres le portugais, ainsi de suite. Comment faire en sorte que la transversalité soit effective? C'est la première question. La deuxième question, c'est sur la jeunesse. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus une jeunesse connectée. Je vous ai entendu parler en off que l'adhésion, si vous voulez, la participation s'effectue en ligne. Mais notre handicap se pose aujourd'hui, c'est le début d'Internet sur le continent africain. Le taux de pénétration, pour ainsi dire. Est-ce que ce n'est pas un facteur aussi qui peut freiner l'élan de votre mouvement, qui se veut aussi un mouvement qui consiste à faire, prendre de conscience au niveau africain? Non, c'est beaucoup plus pour nous un défi auquel il faudrait apporter des réponses. À la première question, je pense que la réponse, elle est déjà donnée. Nous travaillons avec une personne ressource au Burkina qui est experte dans les langues et qui possède une société justement de traduction dans les événements. Et donc son équipe sera là pour accompagner à travers des outils que vous connaissez, notamment les casques avec une cabine de traducteurs qui traduisent dans la langue, je dirais, appropriée pour les délégués. Je m'avancerai aussi sur la répartition, c'est-à-dire que nous avons un forum qui aura une capacité d'accueil à cause des infrastructures autour de 5000 personnes. Et donc nous avons proposé des quotas, on va dire, de représentativité, un quota pour les jeunes, un quota pour les femmes, un quota pour les entrepreneurs, ainsi de suite. Et donc, tous ces quotas sont disponibles sur notre site www.afriquenarrative.com pour toutes les personnes selon leur catégorie qui pourraient s'inscrire. La question de la digitalisation, c'est la question la moins contraignante parce que, vous savez, si vous avez 5000 personnes qui font la queue devant un bâtiment pour s'inscrire, pour avoir accès à un site, ce n'est pas très évident. Donc, on a décidé d'avoir des délégués dans les universités notamment qui procèdent justement aux inscriptions manuelles pour permettre à ceux qui n'ont pas la main sur ces outils de pouvoir le faire. Mais pour des raisons de fluidité, pour des raisons justement d'harmonie, de gestion, ça fait plus d'un mois qu'on a ouvert les inscriptions en ligne et aujourd'hui,
contrairement à ce que l'on pense, les jeunes dans leur chambre, dans un bus, voilà, ils sont beaucoup plus digital qu'on le croit, et donc on leur donne l'occasion de ne pas forcément se déplacer physiquement pour arriver à un lieu, pour s'inscrire, mais de pouvoir le faire à n'importe quel endroit. Eux et d'autres qui souhaitent participer à l'événement, de le faire en un clic, voilà, comme on dit. Ouagadougou, c'est quand même grand, hein? Ce n'est pas une petite ville. Aujourd'hui, est-ce que vous pourrez nous dire sur ce plateau où se tiendra réellement ce forum? Pour ceux qui ne connaissent pas, pour les nouveaux, peut-être ceux d'autres pays qui viendront, mais qui n'auront pas les mêmes privilèges, peut-être que les invités prestige, mais qui pourront participer à ce forum. Quel est un peu le lieu indiqué pour ces personnes? Alors, le lieu principal où se tiendra l'événement, c'est à Ouaga 2000, dans la salle des conférences de Ouaga 2000. C'est un des lieux emblématiques de Ouagadougou et qui accueille beaucoup d'événements, et c'est celui qui offre le maximum de commodités pour pouvoir mener les travaux à terme. Et à côté de ce lieu, nous aurons aussi la salle Jean-Pierre Guingané qui est située dans le quartier de Gounguin, qui accueillera la nuit de la souveraineté qui se déroulera donc le 16 de 17h à 20h. Et les masterclass se tiendront en centre-ville, en marge du forum, sur 2 jours. Elles se tiendront dans la salle des conférences du ministère des Affaires étrangères. Et je tiens là aussi à saluer donc l'accompagnement institutionnel du ministère des Affaires étrangères, parce que c'est le ministère des Affaires étrangères qui, en premier, donc a répondu à notre appel institutionnel, et je pense que vous comprendrez aussi par son positionnement, je dirais, technique ou stratégique dans l'organisation gouvernementale, elle est la plus indiquée justement à répondre autour d'elle justement l'information autour du forum, mais aussi à formuler les invitations et à donner la légitimité justement à ce forum. Est-ce que ce forum deviendra un rendez-vous annuel? On souhaite qu'il soit inscrit dans l'agenda annuel des grandes activités qui se tiennent en Afrique. On le souhaite tournant pour permettre une dynamique, une synergie de tous les pays africains, une participation engagée. Mais il y a ce que nous souhaitons, et puis il y a la réalité aussi sur le terrain. La réalité, elle est d'ordre logistique, elle est parfois aussi d'ordre financier, parce que l'organisation d'un événement de cette nature implique beaucoup en termes logistiques, en termes financiers. Je profite certainement aussi de votre plateau pour lancer un appel à tous les mécènes, à tous les entrepreneurs, à tous les amoureux de l'Afrique, ceux qui veulent vraiment notre Afrique émergente. Ils peuvent aussi se rapprocher de nous pour voir ensemble comment nous pouvons travailler à installer durablement le forum comme un événement phare majeur en Afrique. Alors, quelle va être la prochaine étape après ce forum Afrique-Afrique, avant, disons, que vous preniez quand même la décision de faire de ce forum, en tout cas quand même qu'il se tienne, disons, annuellement? Quelle va être la prochaine étape après ça? Déjà, nous avons une contrainte technique. Lorsque vous déposez un livre blanc avec un plan d'action, une feuille de route, vous avez l'obligation morale, légale, même intellectuelle, de pouvoir suivre, d'organiser. Et donc, les prochaines éditions, c'est aussi les éditions qui permettent de faire un peu le bilan de ce qui a été réalisé lorsque vous avez livré donc, ces documents. Implicitement, ça impose la continuité de prochaines éditions. Mais à côté, il y a aussi un projet sur lequel nous travaillons. C'est un projet qui consiste à créer un institut, une école justement de la souveraineté et la gouvernance africaine. Et nous voulons que cette école soit digitale d'abord, pour ne pas qu'il y ait une contrainte de lieu, mais que nous puissions avoir en tout temps, en tout lieu,
tous les Africains du continent qui peuvent justement s'inscrire à cette école. Et la participation de plusieurs grandes personnalités déjà se sont prononcées pour pouvoir être des mentors, pour pouvoir être des personnes qui pourront transmettre au travers donc cet institut. Donc voilà, c'est aussi un projet qui accompagne la réalisation du Forum Afrique-Afrique. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un message à lancer à tous les Africains qui vous suivent à travers notre chaîne de télé? Et éventuellement, quelles sont les personnalités attendues du côté de Ouagadougou pour ce Forum Afrique-Afrique? Les personnalités attendues, déjà, le forum bénéficiera de l'appui et de la participation de TBC. TBC, c'est une association qui réunit plus de 5000 investisseurs africains venus de l'ensemble du continent, du nord comme du sud, qui ont fait du continent leur principale, je dirais, terre d'investissement. Donc, ils sont multigenres, multiculturels, multisecteurs, ils seront avec nous. Et en termes de personnalité, je veux dire un peu iconique, nous avons Aminata Traoré, qui est une altermondialiste connue, qui a fait beaucoup de plateaux et des grands panels de Davos, comme des panels dans des grandes réunions internationales. Nous avons aussi des figures de la société civile comme Robert de Brazza. J'en oublierai et je ne veux pas... Est-ce que Franklin Nyamsi prendra part? Alors, Franklin Nyamsi ne prendra pas part pour simplement des questions d'organisation, des questions logistiques, mais Nathalie Yom sera de la partie. Bien, voilà. Ce qui est bien compris. Oui. Votre message à l'endroit des Africains qui vous suivent à travers notre chaîne de télé? Mon message est simple. C'est le temps pour nous de nous réapproprier les clés de notre destinée. Et je pense que l'herbe n'est pas plus verte chez le voisin. La Guinée est un paradis. C'est terre de richesse et d'innovation. Voilà. Et à travers la Guinée, je voudrais faire une extension, dire que l'Afrique, c'est notre seul bien commun. Et si nous-mêmes, nous ne le prenons pas à juste titre, pour ce qu'il est, nous aurons une responsabilité par rapport à l'avenir. Donc j'invite tous les Africains et tous les Guinéens. Pour ceux qui ne pourront pas y participer physiquement, on a Kavi Media qui sera présent et qui fera le relais, mais les plateformes numériques aussi existent, elles permettront aux uns aux autres d'être connectés. Et pour les entreprises et les entrepreneurs qui souhaitent participer, qu'ils soient guinéens ou à travers l'Afrique, nous sommes encore preneurs. Il y a encore de l'espace à la salle de conférence de Ouaga 2000 pour vous accueillir et nous serons heureux et vous remercions d'avance de votre participation. Arnold Wenceslas Yengo Mambo. Vous l'avez dit. Voilà, Notre invité de ce matin, il est cofondateur et directeur général d'Afrique Intelligence Plus, directeur de publication du magazine du narratif africain et promoteur du Forum Afrique. Donc le rendez-vous est pris pour les 17 et 18 décembre à venir du côté de Ouagadougou pour parler de l'avenir, pourquoi pas, de l'Afrique, notre continent que nous aimons. Tant en République, en tout cas il faut le dire, comme la République de Guinée, nous aimons tant ce continent. En tout cas, merci d'être passé. Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie. On se retrouve donc du côté de Ouaga, les 16, 17 et 18 alors. Je vous attends impatiemment. Allez, merci Mohamed Leba. Merci Abdallah, merci à notre invité, merci à tous. Merci Monsieur Mohamed. Merci Diallo. Merci Abdallah, merci à tous. Merci à vous auditeurs et téléspectateurs, à l'équipe technique ou aux équipes techniques, à la réalisation, à la régie. On se reprend donc demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité. Pourquoi pas avec d'autres acteurs de la vie nationale et internationale. D'ici là, restez en compagnie du programme du seul et unique média de développement en République de Guinée.